Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. À la une du 13h de ce 3 janvier 2020, le Burkina Faso très éprouvé sur le front sécuritaire en 2019. En première ligne, les forces de défense et de sécurité. Les opérations se sont multipliées, Ndofou, Bourgou et Otampoinou, pour mettre en déroute les forces du mal qui ont décidé de troubler la quiétude des Burkinabés. La fin d'année, on a pu assister à une reprise en main de la situation, ce qui renforce le moral des troupes et l'espoir des populations. Retour dans ce journal sur une actualité sécuritaire très mouvementée en 2019. Et dans le journal également, la situation sécuritaire qui entame le moral et met en mal la cohésion sociale dans le pays. Et face à l'urgence d'un effritement de l'unité nationale, les Amazones de la cohésion sociale, un projet du ministère en charge de la cohésion sociale pour lever une armée à l'assaut de la désunion et de la division. Il s'agit d'impliquer les femmes dans la prévention, la construction et la consolidation de la paix dans le pays. Comment va-t-il s'opérer sur le terrain? Quelle est la cible prioritaire? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, l'appel à la vengeance des gardiens de la révolution islamique en Iran après l'assassinat du puissant général iranien Qassem Soleimani, émissaire de la République islamique en Irak, tué ce vendredi par un raid américain. Le guide suprême l'Ayatollah Ali Khamenei a décrété un deuil national de 3 jours. Ce sont là les titres du 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Tous nos voeux de paix, de santé et de prospérité pour le Burkina Faso, pour nos familles et pour nous-mêmes pour 2020. Le monde syndical commémore, d'abord, pour ouvrir ce journal, le monde syndical commémore ce 3 janvier une conférence, à travers une conférence publique, révisite la contribution du mouvement syndical à travers les tournants décisifs de l'histoire du Burkina Faso. C'était ce matin donc à la Bourse du Travail à Ouagadougou, où les syndicats se sont retrouvés pour tirer les leçons des dévanciers et de maintenir le cap dans la lutte pour une bonne gouvernance et pour la préservation des intérêts des travailleurs. Paul David Bambara, Vincent Tiendrebego pour le compte-rendu. La contribution du mouvement syndical au tournant décisif de l'histoire du Burkina Faso, c'est autour de ce thème que les syndicats commémorent ce 3 janvier. D'abord, les participants visionnent un entretien télévisé avec Zakaria Touré, dernier survivant des 10 figures du soulèvement populaire du 3 janvier 66, décédé en septembre 2019. L'occasion d'en savoir davantage sur les tenants et les aboutissants des événements de janvier 66. Il s'ensuit une communication qui met en exergue le rôle joué par le mouvement syndical sous les différents régimes qui se sont succédés. Une histoire de lutte contre la malgouvernance, la gabégie, l'instauration du parti unique ou la suppression même du 3 janvier comme jour férié. La commémoration du 3 janvier 1966 permet au mouvement syndical et aux travailleurs de réfléchir sur leur rôle et leur contribution à la résolution des problèmes des travailleurs et de notre peuple. Et pour bien apprécier cette contribution, il suffit d'imaginer ce qui serait arrivé si les syndicats n'avaient pas joué leur rôle en 1966, en 1975, de 1983 à 1987, dans les années 1990 contre le PAS et plus récemment en 2015 contre le coup d'État de Jules Diendéré. Et c'est une lutte qui se perpétue encore aujourd'hui contre toutes les dérives et pour la sauvegarde des intérêts des travailleurs. Et à l'occasion, certains s'insurgent contre l'extension de l'IUTS voulue par le gouvernement qui, selon eux, réduirait le pouvoir d'achat de la masse laborieuse. Quelques soucis techniques avec cet élément. On espère que dans les prochaines éditions, cela va s'améliorer. 2019 n'a pas été de tout repos pour les forces de sécurité et de défense au Burkina Faso. Il est vrai que le début de 2019, jusqu'à la moitié de l'année, la puissance de feu avait quelque peu de difficultés à opérer. Mais ces derniers mois,
Les forces de défense et de sécurité commencent à reprendre du poil de la bête. En première ligne, les FDS, les militaires, les gendarmes, mais aussi les policiers. Les opérations se sont multipliées, Ndofou, Bougou et Otampouanou pour mettre en déroute les forces NUMAL qui ont décidé de troubler la quiétude des Burkinabés. Retour sur une actualité sécuritaire très mouvementée avec Omar Zombré. L'année 2019 a connu la montée en puissance de l'armée burkinabé. L'armée nationale a enchaîné les opérations militaires ciblant des bases des groupes armés terroristes dans plusieurs localités du pays. Le 7 mars 2019, les unités d'élite des forces armées nationales, appuyées par l'armée de l'air, prennent d'assaut les zones forestières dans la région de l'Est. L'armée dépose son centre d'opération en zone de combat. Le tout nouveau chef d'état-major général des armées, le général Moïse Minungou, installé début janvier 2019, prend le commandement de cette opération et la pilote des mains de maître. L'opération Otapuanou, en langue gourmatier, qui signifie foudre ou pluie de feu, vient d'être lancée. Objectif, déloger les groupes armés terroristes réfugiés dans les forêts situées à la frontière du Niger, du Bénin et du Togo, dans les régions du centre-est et de l'Est. L'opération ponctuée par 3 grandes phases est un franc succès. Malheureusement, 7 soldats y perdront la vie et 9 blessés. En quelques semaines d'opération, l'armée a réussi à restaurer l'autorité de l'État dans les zones reprises aux mains des terroristes. Fort de ce succès, l'armée rébelote avec une autre opération dans une autre région, principalement celle du Sahel. Le samedi 11 mai, l'opération Ndofou ou déracinement est lancée. Comme son nom l'indique bien, cette opération vise à déraciner les terroristes dans leur base dans la région du Sahel et du Nord. Cette opération ne connaîtra pas tout le succès de Otapuanou, mais le bilan reste tout de même appréciable au regard de la confiance apportée à la population civile. Et justement, 2019 est une année meurtrière particulièrement pour les civils. Les terroristes commettent des exactions sur les populations et cela contraint des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants sans défense à fuir leur village. Le nombre de déplacés internes est estimé à plus de 500 000. Une situation qui met à rude épreuve les services de secours d'urgence de l'État. Le 6 novembre 2019, des travailleurs de la mine de Boungou, de retour de leur site de travail, sont pris pour cible dans une attaque lâche et barbare. 39 personnes sont froidement tuées. Le président du Faso ordonne le recrutement de volontaires pour soutenir la lutte. La fin de l'année 2019 est marquée par de grandes victoires des forces de défense et de sécurité. Pau, Arbinda, Titao, Niense, Ban. Dans toutes ces localités, des victoires importantes sont enregistrées contre les forces du mal, signe d'une montée en puissance. La dernière prouesse des forces de défense remonte tout juste à la veille de Noël. Les FDS ont neutralisé 80 terroristes lors de l'attaque du détachement militaire de Arbinda. Ce détachement a lui seul a neutralisé une centaine de terroristes en un mois. Pour appuyer les troupes au sol, le président du Faso annonce l'achat de moyens aériens. Désormais, la riposte viendra aussi des airs. Mais les nombreuses attaques sur des positions militaires et les assauts répétés sur les populations civiles finissent par exaspérer une bonne partie de la population qui remet en question la collaboration entre les armées nationales et la France dans la lutte contre le terrorisme. Le 15 décembre, à Niamey, les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel engagés dans la lutte contre le terrorisme réaffirment leur volonté de poursuivre la coopération militaire avec la France tout en demandant plus de résultats. Les Nations Unies sont appelées à s'impliquer davantage dans cette lutte en plaçant la force G5 Sahel sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et en renforçant le mandat de la MINUSMA. Et puis l'alliance des partis de la majorité présidentielle solidaire avec les populations de la Nyanya, très affectées par la situation sécuritaire. Une délégation conduite par le président du parrain était courant semaine dernière dans la province pour échanger sur la situation et les stratégies pour la résilience et la résistance des populations. Issa Kanana. C'est un face-à-face entre les populations de la province de la Nyanya dans la région de l'Est
et une délégation de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle APMP. Conduite par le président du parti de la Renaissance nationale Parent, la délégation dit être venue recueillir les préoccupations et les suggestions des populations de cette région du Burkina. Une région qui traverse une situation difficile, marquée par des attaques terroristes. Malgré cette insécurité-là, nous sommes là aujourd'hui pour échanger avec vous et vous faire savoir nous sommes solidaires. Et ce qui se passe au Burkina, ça concerne nous tous. Donc c'est pour vous dire que, quelles que soient les menaces, nous ne devons pas au grand jamais baisser les bras. La lutte contre l'hydre terroriste passe par l'engagement de tous aux côtés des autorités et des forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi Michel Béré et ses camarades invitent les populations de la Nyanya à s'investir davantage dans la lutte contre ce phénomène. Cette rencontre avec les populations de la Nyanya s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale dans les 45 provinces du Burkina, initiée par l'Alliance des partis de la majorité présidentielle APMP. Avant cette étape de Bogandé, Michel Béré et sa délégation étaient auparavant à Boulsa, dans le Namentenga. Et pour renforcer la résilience et consolider la cohésion sociale, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale vient de lancer un concept, les Amazones de la cohésion sociale. Il s'agit d'impliquer les femmes dans la prévention, la construction et la consolidation de la paix dans le pays. Le projet concerne les responsables féminines régionales et provinciales. Des détails du projet avec Ismaël Saturné-Paré sur place à Bobo. Consacrées Amazon de la cohésion sociale, 58 au total, elles sont dotées de connaissances pour assurer leur mission, celle de construire et de consolider la paix au Burkina Faso. 2 jours ont suffi à ces femmes pour renforcer leur capacité en matière de cohésion sociale à travers la promotion de la paix, la pacification des discours, la promotion des valeurs communes, de vivre ensemble et de la prévention des conflits. Nous devons être des aiguilles pour recoudre le tissu social qui s'est déchiré à travers nos actions, à travers l'éducation que nous allons donner à nos enfants à la maison. L'intelligence que nous avons, que nous puissions mettre cela en application pour vraiment prouver que nous sommes capables de lutter contre ce fléau qui est en train d'envahir, de détruire nos enfants, nos vies, nos parents et toute la nation même entière. Parce qu'avec la femme, je sais que nous pouvons vaincre le mal. Dans un contexte sécuritaire difficile, il est nécessaire d'impliquer ces responsables féminines régionales et provinciales dans la quête de la paix et de la cohésion sociale. Dans nos sociétés africaines, la femme est le pilier, en tout cas, de la famille. La femme contribue beaucoup au règlement des conflits et litiges, des crises et autres depuis que le monde est monde. Donc, il fallait penser à impliquer fortement les femmes dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Une cohésion qui s'est effritée depuis quelques années. Ces 58 Amazones ont été identifiés dans les 13 régions et les 45 provinces du Burkina Faso. Les résultats attendus sont entre autres que ces responsables féminines régionales et provinciales prennent la responsabilité de transmettre les valeurs communes de vivre ensemble dans leurs localités respectives. Aussi, qu'elles collaborent avec le ministère en charge de la décentralisation dans la transmission des informations nécessaires à la construction de la paix. Et toujours à Bobo Dioulasso, on évoque cet autre projet, Anka Faso, ou notre patrie en langue Dioula. Un projet qui entend organiser les échanges avec des jeunes dans les différents établissements secondaires et universitaires du Burkina. C'est toujours le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale qui est à la manœuvre. Moussa Sanou. Des jeunes, en majorité des étudiants de l'université Nancy Boni de Bobo Dioulasso, sensibilisés sur le civisme et la citoyenneté. Un thème d'actualité animé par ces conférenciers et qui interpelle les Burkinabés, notamment sur la nécessité d'un retour aux valeurs traditionnelles de leur société, et c'est là pour la consolidation de la paix dans le pays. Nous sommes confrontés à une violence extrême aujourd'hui. Forcément, il faut réinterroger le passé, surtout, et j'insiste là-dessus, surtout sur la spiritualité qui a permis la mise en place de ces mécanismes traditionnels. Notre monde semble être un monde daté,
des gens qui ne croient pas. Or, la spiritualité est importante. Quel est l'esprit qui sous-tend tout ce que nous faisons aujourd'hui? Cette conférence est une initiative du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale. Une initiative qui entend faire de la jeunesse les acteurs au premier plan de la promotion du vivre ensemble au Burkina. L'intérêt de la conférence qui va à l'endroit de la jeunesse, ici nous rappelle sur le fait qu'on dit que la jeunesse est l'avenir du pays. Et pour assurer cet avenir-là, il faut que cette jeunesse puisse intégrer les valeurs communes de vivre ensemble au niveau du Burkina Faso pour le renforcement de la cohésion sociale. Donc c'est dans ce cadre que nous organisons cette conférence. Cette conférence constitue le lancement de Anka Faso, un projet dont l'objectif est de promouvoir les valeurs du civisme et de cohésion sociale à travers notamment des échanges avec les jeunes dans les différents établissements scolaires et universitaires du Burkina. Le piment à l'honneur à Kaya dans la commune de Tiébélé, une foire dédiée à cet épice pour contribuer à l'autonomisation des jeunes. La foire a permis d'exposer les potentialités et les enjeux de cet épice. C'est Kouzongo. Le piment à l'honneur ici à Kaya dans la commune de Tiébélé. Une foire dédiée à cette épice dont l'apport économique pour le village doit servir d'exemple à d'autres producteurs. Nous avons vu 500 tonnes de piment par an, ce qui donne près de 325 millions pour ce village d'une population de 5000 personnes. Donc, ce qui revient à environ 650 000 francs par ménage. Ça veut dire que c'est une mine d'or. Avec les cultures de contre-saison, ces jeunes-là sont installés dans leur propre terroir. Et je voudrais tout simplement dire que c'est en phase avec la politique du chef de l'État. Je voudrais véritablement que des politiques soient développées et que nous puissions orchestrer un développement local. Les cultures de contre-saison participent au développement local et à cette fois du piment, du matériel agricole a été remis à des producteurs pour développer également la filière patate. Nous sommes la seule plateforme où nous avons bénéficié à hauteur de 102 millions de francs CFA. Et nous aussi nous prenons des engagements forts vraiment pour s'entretenir le matériel dont vous avez vu. Dans un tracteur, il y a le tricycle. 11 tricycles pour la plateforme. Il y a également au niveau des motopompes. Ça fait 74 motopompes au total qui ont été mises à la disposition de la plateforme. Et également, il y a l'unité de transformation. Produit au départ sur une superficie de 8 hectares, aujourd'hui, la production du piment se réalise sur 44 hectares par près de 350 producteurs. Le piment de Kaya est prisé et le défi majeur reste l'installation de comptoirs d'achat. La digue du barrage servant au maraîchage est en souffrance, mais le ministre en charge de l'agriculture promet sa réhabilitation. Et puis le Haut Conseil national de la recherche scientifique se dote de documents d'orientation stratégique. Ce 30 décembre 2019, les membres du Conseil se sont retrouvés pour examiner le dit document. C'est un document de travail qui définit les actions sur le terrain. Vincent Tiendrebego. C'est la première session du Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation au Burkina Faso. Une séance de travail dans le but de finaliser les documents de base qui vont régir le fonctionnement de cet organe. Au cours de cette session, les membres du Conseil ont adopté le règlement intérieur. Le règlement intérieur est pour fixer les cadres dans lesquels le Haut Conseil sera régi. Ensuite, il y a le document d'orientation stratégique qui a été finalisé et validé. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, chargé de la recherche scientifique, se réjouit des résultats engrangés au cours de cette session. Avec la validation du document d'orientation stratégique, le Haut Conseil vient de se doter d'un outil qui servira de base pour les réflexions, les choix et les recommandations sur la politique nationale de la recherche scientifique et de l'innovation dans les 3 prochaines années. Installé le 14 décembre 2018, le Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation est une instance présidée par le Premier ministre.
Cette instance veut être un cadre de réflexion, de choix et de recommandations en matière de politique nationale de recherche scientifique au Burkina Faso. À l'étranger, Trump fait tuer un général iranien. L'inquiétude est vive dans le monde. Le puissant général iranien Qasem Soleimani, émissaire de la République islamique en Iran, et un dirigeant pro-iranien ont été tués tôt ce vendredi matin dans un raid américain à Bagdad. Une escalade extrêmement dangereuse selon l'Iran qui intervient 3 jours après l'attaque inédite contre l'ambassade américaine. C'est le président américain Donald Trump qui a donné l'ordre d'éliminer le général. C'est l'un des restes supposés de l'attaque américaine qui a frappé Bagdad en Irak. Sur ordre du président Donald Trump, les États-Unis ont tué le général iranien Qasem Soleimani dans un bombardement. Puissante figure du régime iranien, émissaire de Téhéran pour les affaires irakiennes, il jouait un rôle prépondérant dans la formation du nouveau gouvernement irakien. Sa mort a été confirmée par les gardiens de la révolution iraniens. L'autre grande figure tuée est Abou Merdi al-Mourandis, véritable chef opérationnel du Hachd, coalition de paramilitaires majoritairement pro-Iran, désormais intégrée à l'État irakien. Cette frappe américaine survient dans un contexte très tendu en Irak, ayant culminé cette semaine avec l'attaque contre l'ambassade des États-Unis à Bagdad. L'Irak pris en étau depuis des années entre ses deux alliés américains et iraniens. En renversant Saddam Hussein en 2003, les États-Unis avaient gagné une influence considérable. Mais le régime politique en place est aussi noyauté par Téhéran et les pro-Iran. Ce vendredi matin, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a dénoncé une escalade extrêmement dangereuse et imprudente. Le guide suprême iranien Ali Khamenei crie quant à lui vengeance. Et pour refermer cette édition, les secours poursuivaient leur recherche ce vendredi pour retrouver une dizaine de disparus depuis les inondations et glissements de terrain qui ont frappé la région de Jakarta, faisant au moins 43 morts la nuit du Nouvel An. Cette catastrophe est la plus meurtrière depuis les inondations de 2013 qui avaient fait plusieurs dizaines de morts à travers la capitale indonésienne. Regardez. Les torrents de boue ont tout emporté sur leur passage. La région de Jakarta en Indonésie est frappée par des inondations meurtrières. Au moins 23 personnes sont mortes et le bilan pourrait encore s'alourdir. Les pluies torrentielles du réveillon du Nouvel An ont provoqué des glissements de terrain et submergé un grand nombre de quartiers de la capitale. Les habitants tentent coûte que coûte de survivre et de se protéger de cette terrifiante montée des eaux. Des dizaines de milliers d'entre eux ont été évacués vers des abris provisoires. Un grand nombre de maisons ont subi d'importants dégâts. Dans la région de Lebak, à l'extrême sud de l'île de Java, la police est toujours à la recherche de 8 personnes portées disparues. Cette catastrophe est la plus meurtrière depuis les inondations de 2013 qui avaient fait plusieurs dizaines de morts à Jakarta. On s'arrête là pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.